commencer par remercier le musée, Benjamin, Sandra, la direction, vous tous qui êtes là pour cette discussion entre nous, parce qu'on est dans un climat assez intimiste, donc j'espère qu'on aura l'occasion de discuter de tout ça. Donc voilà, cette conférence n'est pas du tout consacrée à Wesselmann, puisque j'ai répondu justement à la demande de Benjamin, qui était en quelque sorte de remettre un petit peu ce thème de la nudité féminine dans une longue histoire, on va dire. Donc vous imaginez qu'en une heure et quart, c'est quasi impossible. Donc je vais essayer plutôt de faire saillir en quelque sorte des grandes problématiques autour de cette question de la nudité féminine, hein, évidemment. Et puis je reste bien sûr à votre disposition pour discuter, si vous voulez approfondir des choses, etc. Voilà. Donc on va remonter effectivement un peu dans le temps long de ça. Et je suis vraiment très heureuse de pouvoir m'exprimer à l'occasion de cette exposition et des pin-up mangeuses d'hommes de Wesselmann. Vous verrez que c'est pas une nouveauté en quelque sorte hein, dans l'histoire de l'art, cette thématique de la femme érotique, la femme sans tête aussi. Hein, vous avez remarqué que c'est un motif qu'on retrouve souvent dans l'œuvre de Wesselmann. Est-ce que ce sont des œuvres machistes, hein, est-ce que ce sont des œuvres pudiques, hein, cette absence aussi de visage. Donc ça, c'est des thématiques qui traversent en fait l'histoire de la représentation féminine. Donc, je vais en fait traiter de trois sujets en fait dans cette conférence. La représentabilité du sexe féminin, d'accord, donc la question un peu de l'anatomie en fait de la femme, l'iconographie libertine et pornographique. Donc, j'espère que vous avez tous plus de 18 ans, enfin, je suppose, mais non, pas vous. Je vais vous demander de sortir, s'il vous plaît, parce que je vais vous montrer des images assez crues, d'accord. Et puis, pour aller plus vers le pop art, je voudrais consacrer, si on a le temps, une dernière partie plutôt aux années 60-70, c'est la question du corps féministe, d'accord, du corps comme objet sociétal et politique. Alors, avant de commencer, je voudrais peut-être éclaircir 5 points avec vous hein, pour aborder en fait ce thème. La première chose qui peut-être va vous paraître évidente, mais qui me semble très importante de rappeler, c'est que quand on étudie une œuvre, quand on étudie l'histoire de l'art, il faut, et surtout l'art contemporain, vous savez, qui suscite souvent beaucoup de débats, parfois de rejets, d'incompréhension, je remarque que très souvent, les gens qui sont dans cette tension vis-à-vis de l'art contemporain font une confusion, en fait, c'est la confusion entre le récit et le réel. C'est-à-dire qu'ils prennent l'œuvre pour le réel, en quelque sorte. Donc, il faut toujours essayer d'avoir cette distance critique, en fait, et nous rappeler qu'une image, une œuvre d'art, c'est une interprétation du réel, ce n'est en rien le réel. Et en ménageant cette distance critique, ça nous permet finalement de rester dans l'analyse de l'œuvre et de ne pas prendre au premier degré les choses qui nous sont montrées. Donc ça, c'est la première chose peut-être qu'il est intéressant d'avoir en tête pour aborder, on va dire, des sujets aussi clivants, disons-le, que la nudité féminine, hein. Les libertins en redemandent, les moralistes s'en offusquent, donc ça a toujours été des sujets assez clivants, hein, sans aller jusqu'à la pornographie, simplement parler de la nudité. Deuxième point, petit préambule, il y a beaucoup d'historiens et d'historiens d'art qui sont intéressés à l'histoire de la sexualité, d'accord. Je prends quelques exemples d'historiens célèbres dont je vous invite d'ailleurs à relire les livres. Hein, Paul Veyne qui a travaillé sur notamment la sexualité dans la Rome antique, Michel Foucault évidemment, Robert Mouchimblé qui a écrit un livre magnifique sur l'orgasme en Occident qui fourmille de tas d'informations. Et en gros, ce que l'on peut retenir de ces ouvrages, c'est que tous ces auteurs, il y a même aussi des philosophes hein, comme Ruven Augien, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est un merveilleux philosophe contemporain qui a travaillé sur la question de l'image pornographique, qui est malheureusement décédé trop jeune, mais qui était vraiment quelqu'un de très intéressant, nous rappellent que les images attachées à la sexualité, voire même à la nudité, tout simplement, ont supporté le poids des interdits depuis l'ère chrétienne, et que donc ce sont des images qu'on aborde souvent avec un regard moral. D'accord ? D'ailleurs, on en reparlera. Souvent, pour parler des images qui ont un rapport avec la nudité, on utilise des termes qui ont un rapport avec le jugement moral, comme le terme d'obscénité, par exemple, qui est un terme qui renvoie vraiment à cette dimension morale. En gros, avec cette idée que la nudité ou la sexualité n'est pas morale, eh bien, les images sont tributaires en quelque sorte de cette pensée
et on attribue ce besoin aux images de respecter la pudeur, voire de respecter cette notion des bonnes mœurs, en fait, qui est une notion qui a été introduite dans le droit français au début du 19e, mais qui en fait est un héritage plutôt de la période révolutionnaire, et donc cette idée qu'il y a effectivement des normes que les images ou les textes ne doivent pas transgresser au risque de se retrouver finalement incriminés, condamnés, censurés, parce qu'elles iraient trop loin. Ceci dit, d'ailleurs je vous l'indique, le terme de pornographie, de bonnes mœurs ou d'obscénité sont des notions que la loi condamne sans les définir. Hein. La notion de bonnes mœurs n'a jamais été définie dans la loi, donc c'est un petit peu au bon jugé, voyez, des tribunaux, etc., d'évaluer cela. Or, c'est assez problématique parce que la pudeur, tout comme l'obscénité, sont des notions très relatives d'une personne à l'autre, voire même d'une époque à l'autre, d'une culture à l'autre. Et j'aimerais dire même qu'il existe différentes formes de pudeur. Il y a la pudeur qu'on a tout à chacun, puis il y a la pudeur collective également. Donc ce sont souvent, en fait, ces questions sont souvent des questions qui ont été abordées davantage par les écrivains que par les artistes, parce qu'on se rend compte quand on travaille sur ces sujets dans les archives, etc., qu'on a surtout demandé aux écrivains d'être responsables de leurs écrits, et aux artistes, finalement, on n'a pas tellement interdit de représenter des images, d'accord, parce qu'il n'a jamais été interdit à un artiste de produire des œuvres pornographiques dans son atelier. Par contre, ça devient un problème, et c'est le galeriste là qui prend un risque quand il montre ses œuvres. C'est la diffusion qui pose un problème, c'est pas la production de ses œuvres. Donc voilà, cette question, on va dire, cette longue oppression, ostracisme en fait de l'imaginaire, de l'érotisme et de la sexualité. Autre chose aussi à avoir en tête, alors il y a eu toutes sortes de débats dans les années 1950, enfin surtout parce qu'un historien de l'art assez célèbre qui s'appelle Clark avait émis l'hypothèse qu'il existait une différence fondamentale entre le nu et la nudité. Le nu serait quelque chose de chaste, de respectable, et la nudité serait un état beaucoup plus trivial. C'est une distinction qui est intéressante, mais en fait qui tient peu, enfin qui demande vraiment à être discutée, qui, à mon sens, tient peu en fait qui n'est pas si probante que ça, parce que finalement, que l'on soit face à un nu ou à la nudité, le spectateur est toujours en position de voyeur. Il y a toujours cette dimension de voyeurisme face à la nudité. Et la nudité, c'est l'expression d'un état, d'accord? C'est l'expression sensible, sexuelle, triviale, dépouillée du corps. Hein. Et donc, pour qu'il y ait nudité, c'est ça qui est intéressant, et ce que j'illustre notamment par ces images, pour qu'il y ait nudité, il faut qu'il y ait dévoilement, il faut qu'il y ait dénuement du corps. Et les artistes, depuis l'Antiquité, ont toujours trouvé toutes sortes de stratagèmes, c'est un petit peu sur ça que j'axerai ma première partie, de stratagèmes scopiques, pour finalement nous dévoiler le nu, pour nous mettre dans une position qui érotise justement le nu, et pour nous faire pénétrer dans cette sphère intime. Alors il y a des principes comme ça très récurrents, comme le rideau qui se lève, d'accord? Ça peut être éventuellement aussi le trou de serrure, ça peut être un certain dispositif du regard qui nous met face à cette sphère intime et qui nous donne ce sentiment d'être dans l'érotisme. Autre petit point préalable, l'image de la nudité féminine dans l'art est majoritairement le produit d'un regard masculin, d'accord, du moins jusqu'au XXe siècle. Hein, c'est à partir des années 60 que les femmes artistes qui vont être plus présentes. Alors c'est vrai que sur le temps long de l'histoire, on va dire que l'émergence de la femme artiste c'est 18e, d'accord, mais la présence et la reconnaissance, même si elle est encore en débat, de la femme artiste, c'est vrai que c'est au cœur des années 60 qu'on l'aperçoit davantage, même si déjà dans l'entre-deux-guerres on la voit un peu. Et ce sont elles qui vont se réapproprier justement l'image de la nudité féminine, parfois avec une dimension revendicatrice, parfois un peu agressive, comme on le verra dans la troisième partie. Enfin, dernier petit point avant de rentrer dans les parties, la nudité a toujours fait recette pour les artistes. C'est un sujet qui vend indéniablement très bien, qui permet à des artistes, notamment au 19e, alors qu'il y a un siècle un petit peu paradoxal, parce que c'est le siècle des bonnes mœurs, c'est le siècle d'une certaine forme de puritanisme social, ce qu'on appelle le double standard. Hein, les bourgeois sont mariés mais vont dans les maisons closes. Hein, vous voyez cette espèce de presque un petit peu de dichotomie entre ces deux aspects. Et il est vrai que depuis l'Antiquité, on constate que le nu fait vendre indéniablement. C'est un sujet qui est parfois interdit, mais qui fait recette et qui explique qu'on le produit en permanence et que même parfois de le vendre sous le manteau, ça le rend encore plus séduisant. Voilà, donc je voulais déjà présenter ces quelques petites idées avant de commencer, et j'aborde tout de suite ma première partie
sur cette question de l'anatomie, de la dimension anatomique du corps féminin, pour dire en substance qu'elle est quasiment inexistante dans l'art, du moins, alors vous allez me dire oui, les Vénus primitives, c'est vrai que chez la Vénus, et les Vénus vraiment très très anciennes, paléolithiques, on a la représentation de la fente du sexe féminin, mais c'est plutôt une représentation symbolique, d'accord, une représentation de Vénus, mais en tout cas dans l'art classique, qui est comme la matrice en quelque sorte de tout l'art occidental, il y a évidemment une occultation du détail anatomique du corps féminin, c'est-à-dire tout simplement que le sexe est glabre et que le détail anatomique du corps est évacué. En quelque sorte, on pourrait dire que la nudité féminine, la représentation du sexe féminin est tabou. Alors il y a en fait comme ça des grands modèles qui ont été mis en place depuis l'Antiquité et qui seront repris jusqu'à l'art contemporain, jusqu'à Jeff Koons notamment. Alors quand je cite toutes sortes d'artistes, je n'y voyais pas de jugement de valeur, je n'aimais pas l'idée que Jeff Koons soit plus intéressant qu'un autre, c'est juste pour essayer de donner en quelque sorte une vision un peu panoramique, je n'aimais pas de hiérarchie. Ce modèle en fait qui va être sans cesse repris pour montrer justement la nudité féminine d'une manière acceptable, c'est ce qu'on appelle le modèle de la Vénus pudique. Et c'est un modèle en fait très ancien, donc qui nous vient pour l'original de ce qu'on appelle la Vénus de Cnide, dont l'original est perdu, comme beaucoup de marbre grec, mais qui nous est connu par des répliques romaines, avec tout ce que ça suppose peut-être de réinterprétation, évidemment, par les artistes romains. C'est cette Vénus pudique, alors qui donc est à l'origine l'œuvre de ce sculpteur de Praxitèle, et donc c'est ce qu'on appelle ces types de pudica, c'est la pudica, donc très souvent en fait ce sont des Vénus au bain qui sont dans des attitudes évidemment qui évoquent cette pudeur, c'est-à-dire la gestualité. On pourrait faire une histoire du geste évidemment dans l'art, donc là évidemment elle est acéphale et sans bras, donc c'est assez difficile d'interpréter, mais d'après d'autres copies, ou par exemple des déclinations comme la Vénus Médicis, on a donc cette présence d'une main devant le sexe, d'accord, qui cache, parfois la présence également de l'autre bras qui cache la poitrine, et le visage qui se tourne légèrement et qui évite notre regard. Ce qui est intéressant, bon évidemment ce thème du bain en fait va être souvent repris, évidemment c'est pas le bain quotidien qu'on prend dans notre salle de bain, c'est le bain sacré, c'est le bain rituel, il y a une dimension disons spirituelle, sacrée, mystique dans cette évocation. Et ce qui me paraissait aussi intéressant d'introduire, et d'ailleurs vous verrez qu'avec Wesselmann tout ça en fait a aussi un sens, c'est cette idée que tout en étant dans la mimésis, c'est-à-dire l'imitation du vrai, pour faire cette œuvre, Praxitèle s'est inspiré d'une vraie femme, tout comme Wesselmann s'inspire de sa propre femme pour faire ses œuvres. Il est dans une recherche donc d'imitation du vrai, mais en même temps d'idéalisation. C'est à la fois une vraie femme et en même temps c'est une femme imaginaire, d'accord? Et il faut comprendre en quelque sorte ce dialogue incessant entre l'imaginaire et le réel qui apparaît dans l'Antiquité et finalement sur lequel nous capitalisons en fait dans l'art occidental depuis des millénaires. Voilà, donc cette Vénus pudique, je crois que c'est une œuvre très importante, c'est une œuvre fondatrice dans notre représentation de la nudité féminine. Et il y a aussi un autre élément en fait, qui est à prendre en compte, parce que les artistes vont souvent se cacher sous ce prétexte, c'est l'idée qu'elle est nue mais vertueuse. En fait, il y a donc cette idée de la nudité vertueuse. C'est le prétexte que vont utiliser tous les artistes, par exemple, qui vont vouloir faire de l'art religieux tout en introduisant la thématique du nu. Je prends un exemple, l'exemple de la chaste Suzanne, d'accord? C'est un épisode qui est souvent traité, notamment chez les artistes de la Renaissance italienne. Et pourquoi est-ce qu'on peut se permettre, je vous rappelle que le nu est interdit en quelque sorte dans l'iconographie chrétienne, sauf dans quelques rares exceptions dont le Christ, mais bon, dans les épisodes, c'est vrai que, comme la chaste Suzanne, c'est une figure qui est souvent mise en scène nue. Pourquoi? Parce que Suzanne n'est pas responsable de l'acte de voyeurisme dont elle est victime. Elle se baigne et elle est surprise par deux vieillards qui veulent la violer et qui la condamnent à mentir. Et donc, en quelque sorte, elle est innocente de sa nudité. D'accord? Donc c'est important aussi de voir que la psychologie, en quelque sorte, du personnage, le choix de certains types de personnages justifie le fait que l'on peut avoir recours à la nudité. Alors, toute cette vertu de la nudité, ces pudica, etc., bien sûr, vont aussi nous mener à des formes d'excès, comme là je fais un grand saut dans le temps, mais pour vous montrer qu'il y a une résurgence en quelque sorte de ce mythe de la
nudité pudique, d'accord, dans tous ces espèces de nus pompiers, hein, d'accord, du 19e. Typiquement ici c'est le cas pour Cabanel, c'est un tableau très célèbre qui est souvent mis en parallèle, vous savez, avec les tableaux de Manet de la même époque, la naissance de Vénus. Alors Bourdieu parlait de ces tableaux comme de l'euphémisation historique, c'est-à-dire en gros on prend un sujet mythologique historique et on s'en sert, on le dégrade en quelque sorte de son contenu intellectuel c'est un prétexte à l'érotisme en quelque sorte, c'est vidé. C'est un prétexte totalement. Et là, vous voyez, c'est pareil, ce thème, en fait, c'est ça qui m'intéressait, c'est que le thème de la naissance de Vénus, c'est le thème idéal pour représenter la nudité féminine. Vénus naît innocente, elle naît des flots de la mer, c'est la Vénus anadiomène qui naît des eaux, et d'ailleurs, vous le voyez, elle ne se rend même pas compte qu'elle est belle, elle ne se rend même pas compte qu'elle est érotique, elle se soustrait, d'ailleurs, elle est endormie, d'accord, c'est un autre thème assez intéressant. Donc, on voyait cette espèce de justification, on la retrouve indéniablement jusqu'au 19e, et voire même, voilà, dans ces nus, qui étaient d'ailleurs vus comme chastes, mais tout de même personne n'est capable de renier qu'il y a nécessairement une puissance érotique naturellement dans ce type de peinture. Et d'ailleurs, vous voyez, même pour je reviens en arrière, mais pour bien sûr ce tableau très célèbre de Botticelli, La naissance de Vénus. Botticelli met en scène ce thème effectivement de l'amour céleste, d'accord, l'amour comment dire, idéal au travers de cette figure de Vénus. C'est une Vénus naissant des flots. Elle s'inspire directement justement d'une statue de l'Antiquité, hein, de la Vénus Médicis qui se trouvait dans les collections du duc de Médicis. Mais en fait, pourquoi est-ce que je montrais ce tableau? C'est que là, comme vous le voyez, l'anatomie n'est pas représentée, mais elle est suggérée, malgré tout, par les méandres de la chevelure. Hein, c'est un détail qui me semble assez intéressant. Les méandres de la chevelure, vous voyez, qui peut-être suggère quelque chose de l'anatomie féminine. Et là, ça nous renvoie à une idée que Freud a émise aussi dans certains de ses écrits. Il ne travaillait pas sur l'art quand il parle de ça, mais il parle en fait il parle, vous savez, dans un texte de la laideur des organes génitaux. Il se demande comment est-ce que finalement des choses aussi laides peuvent nous inspirer du désir. Et il dit finalement que l'érotisme se glisse parfois aussi dans les attributs secondaires. Et qu'est-ce que c'est les attributs secondaires? C'est souvent la chevelure pour la femme. Hein. Il y a toute une histoire en fait de la chevelure dans l'histoire de l'érotisme. Et donc là, c'est assez intéressant de voir que cette Vénus de marbre, en quelque sorte, eh bien, son anatomie et sa dimension sensuelle est évoquée au travers de cette chevelure qui nous parle des replis de son corps. Alors voilà, en fait, ça nous met face à cette question donc, qui pose un problème depuis l'Antiquité sur la question de l'anatomie féminine, comment la signaler sans la représenter de manière frontale. Il y a donc ce subterfuge-là. Il y a aussi un principe en fait, que l'on retrouve souvent dans l'art de la Renaissance jusqu'à l'art du 19e, c'est le principe de la main sur le sexe. D'accord ? Il y a différentes formes de Vénus en fait, qui présentent cette caractéristique. Et là, je vous montre évidemment des tableaux magnifiques, merveilleux. Peut-être l'un des plus beaux tableaux de la Renaissance, à mon sens, c'est la Vénus d'Urbain de Titien, un tableau assez mystérieux, qui a été d'ailleurs étudié par les plus grands historiens de l'art du XXe siècle, Erwin Panofsky, enfin parmi les plus grands historiens, Erwin Panofsky et puis Daniel Arras, qui avaient été revenus en fait sur la lecture de ce tableau. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait c'est un tableau qui est plein d'ambiguïté, comme l'est en fait le nu féminin, à la fois un nu et à la fois une nudité, pour reprendre cette espèce de parallélisme que faisait Kenneth Clark, c'est-à-dire qu'elle est à la fois idéale, c'est une Vénus, une figure mythologique, d'accord, c'est une déesse, et en même temps, elle est naturaliste, parce qu'elle ressemble enfin, elle est réaliste, parce qu'elle ressemble totalement à une figure de la courtisane de la Venise du XVIe siècle. Hein. Donc il y a cette dichotomie, en fait, dans cette fameuse Vénus d'Urbain, elle est à la fois femme, et elle est à la fois abstraite et à la fois réelle. Hein. Et donc ça, c'est assez intéressant, et je vous invite vraiment à relire en fait dans les livres de Daniel Arras la merveilleuse description qu'il fait de cette œuvre, où il dit d'ailleurs, non sans une certaine provocation, que cette Vénus d'Urbain est une pin-up de la Renaissance. Voilà qui fait bien le lien avec Wesselmann. Vous vous souvenez ce que c'est qu'une pin-up?
hein, chez les GI américains, les soldats, c'est celle qu'on punaise sur le mur. Hein. Donc c'est une image rêvée de la femme, en quelque sorte. Hein. Alors, c'est assez intéressant en fait ce tableau, je m'y arrête un tout petit peu par rapport donc à cette question de la gestualité, d'accord? Cette main sur le sexe, c'est pas innocent. Vous allez me dire, c'est assez étrange parce que ça voile, en même temps, ça attire le regard en quelque sorte sur le sexe, et le côté glabre de la figure n'est pas si clair que ça. Il y a un léger ombrage malgré tout de son pubis, donc c'est difficile de savoir exactement jusqu'à quel point finalement on nous parle de l'anatomie du sexe féminin. Alors, il y a un élément assez intéressant qui avait été mis à jour par une historienne de l'art, dont fait d'ailleurs usage Arras et que n'avait pas pu convier Panofsky parce que à cette époque-là, cette découverte n'avait pas été faite, mais c'est vrai que ça peut peut-être infléchir une certaine forme de lecture du tableau. C'est que au XVIIe siècle, au XVIe et XVIIe siècle, le geste de la main sur le sexe évoque la masturbation féminine, d'accord? Mais la masturbation féminine, bon, c'est assez rare, hein. L'œuvre de Titien, par exemple, c'est le seul tableau de femme où on trouve ce geste-là. La masturbation féminine avait un rôle très codifié, en fait, dans la Renaissance italienne et c'est une curieuse chose, mais était tolérée par l'Église à cette époque. Pourquoi? Parce qu'on était encore dans une vision... comment dire, de la médecine, de la vision du corps venant de l'Antiquité, et notamment d'un célèbre médecin qui s'appelait Galien. On pensait, jusqu'au XVIIe siècle, que le corps féminin et le corps masculin étaient une seule et même anatomie. Et donc, on pensait que le sexe de la femme était un sexe masculin inversé, d'accord? Et que donc, en fait, le vagin était un pubis, en quelque sorte, à l'envers. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on imaginait que tout ça, c'est avant la découverte des spermatozoïdes en 1677. On imaginait en fait que la femme, tout comme l'homme, produisait une semence et il était obligé que cette femme produise cette semence pour qu'il y ait fécondation. Et donc, il fallait que l'homme et la femme jouissent en même temps, ou en tout cas, si l'homme avait été trop prompt à terminer l'acte sexuel, il avait le droit de manualiser sa femme pour qu'elle aille jusqu'à la jouissance et qu'elle produise cette semence qui permettrait la procréation. Donc ça peut nous paraître assez curieux, mais l'Église, dans cette vision, comme il y avait une vue de procréation, c'était toléré. D'ailleurs, vous noterez que dans les romans même de Sade, si vous relisez Sade parle tout le temps. Alors, il est aussi dans une vision complètement fantasmée, évidemment, de la femme de Sade, c'est une femme particulièrement tournée vers le fantasme, mais de l'homme, enfin l'homme la fantasme en tout cas, mais en tout cas il dit souvent la femme décharge. Quand vous relirez en fait, et c'est cet imaginaire aussi de la femme produit quelque chose en fait, elle a une substance. Et donc, alors c'est ça qui est assez étonnant. Donc ça c'était une découverte très intéressante qui a été faite sur le plan de l'histoire du corps, etc. Mais du coup ça nous met dans une forme d'ambiguïté parce que si cette Vénus est une courtisane, pourquoi ferait-elle un geste de procréation? Ça paraît un peu curieux. Vous voyez, donc il y a des formes d'ambiguïté. D'ailleurs, on ne sait pas exactement les conditions de commande de ce tableau. Est-ce que c'est un tableau nuptial? Est-ce que c'est un tableau érotique? Il y a encore, c'est un tableau qui conserve encore une part de mystère. Alors, vous voyez pas hyper bien, non? Vous avez assez de... C'est pas trop éclairé, non? Ça va? Bah, en tout cas, c'est un tableau que j'aime beaucoup et que je trouve très intéressant. Alors, évidemment... Quand, en 1677, on va découvrir que la femme ne produit pas de semences fécondantes et que c'est le spermatozoïde qui féconde l'ovule, cette vision change et la masturbation féminine devient effectivement interdite par l'Église. Elle est même fortement condamnée dans les années 1850 et assimilée en fait à une sorte de méthode contraceptive qui empêche la procréation et donc à ce titre condamnée effectivement comme étant tout à fait immorale. Donc voilà, cette ambiguïté, alors je me permets de souligner aussi que cette figure, donc c'est pas une courtisane, mais en même temps, Titien joue un peu avec nos nerfs parce que elle possède beaucoup d'attributs, en fait, d'accessoires qui sont associés à la sexualité et qu'on va retrouver en fait dans d'autres tableaux. Je pense notamment à ce détail du bijou, hein. Être nu mais bijouté, hein, c'est de l'ordre de Marilyn Monroe qui dort nue avec son parfum. Enfin, vous voyez cette espèce d'extra sensualité comme ça. Et vous noterez à son oreille gauche le motif de la perle baroque. Hein. La perle baroque, c'est le bijou de la courtisane dans la Venise du XVIe siècle. Et c'est
le type également de bijoux que l'on retrouve au cou de l'Olympia, d'accord, qui effectivement est un tableau qui reprend bien évidemment très fortement, vous le voyez, l'image évidemment du tableau de Titien. Hein. Manet dit s'être inspiré en quelque sorte de cette œuvre de Titien, qui reprend complètement cet imaginaire. J'ai oublié de vous dire aussi que chez Manet comme chez Titien, toutes ces œuvres qui nous montrent la nudité féminine quand même avec ambiguïté, mais avec un érotisme affirmé, sont sujets à problème, d'accord. Cette Vénus de Titien a créé un vrai malaise, en fait, dès 1600. Le dernier duc d'Urbain, qui en a l'héritage, souhaite détruire le tableau. Hein. Et puis, quand elle rentre aux offices de Florence en 1736, on est gêné de la présenter au public, donc on utilise un mécanisme qui va être réemployé aussi dans l'histoire de l'art, c'est le principe du tableau cache, d'accord. On met un paysage moralisé, d'accord, devant cette Vénus, et on n'autorise que certains regardeurs à pouvoir y avoir accès, et notamment le marquis de Sade, qui a pu l'avoir aux offices en 1775 et qui s'est dit fasciné par cette œuvre sublime. Quant au tableau de Manet, il a fait énormément de scandales, comme vous le savez, en 1865, même s'il a été exposé au salon officiel. Alors, ce qui est assez étrange, en fait, qui nous désarme un peu, c'est que le nu en tant que tel n'est pas spécialement impudique, d'accord. Il a même la beauté glabre et parfaite d'un marbre, d'accord. Ça évoque beaucoup, vous savez, dans la littérature 19e, chez Zola, chez tous ces auteurs, on décrit souvent le corps féminin avec des métaphores liées à la sculpture. Hein. C'est très souvent qu'on décrit le corps de la femme, la belle femme, comme un corps de marbre. Et donc elle a cette beauté, elle a cette plastique idéalisée, mais naturellement ce qui fait sens ici, c'est le contexte naturellement de la mise en scène de ce nu dans un univers prostitutionnel. Et puis, ce qui choquait aussi, alors le lit des faits, par exemple, voilà un thème qui nous met sur la voie de l'érotisme, d'accord, que l'on retrouvait aussi hein, quelque part chez la Vénus de Titien, ce qui appuyait un peu cette lecture de courtisanerie. Mais le lit des faits, c'est vraiment, ça sent le sexe, quoi, quelque part, dans ce tableau. Tout sent le sexe, sans le dire. Hein. Et Manet se voyait comme un peintre classique, mais il est vrai que son tableau avait cette puissance érotique qui le rend toujours très, très moderne. Alors, notez aussi un principe que l'on retrouve souvent, je vous avais dit, mais c'est assez génial de le noter, c'est le principe du rideau levé. On le voit chez Titien, vous ne le voyez pas très bien, mais parce qu'en fait, Titien, c'est un tableau génial, vous avez le rideau qui se lève ici, d'accord. Vous avez un pan de mur noir qui est très étrange dans ce tableau, mais je vous laisse refaire la lecture de Daniel Arras, parce que je n'ai pas le temps de revenir sur ça, mais c'est un élément très très étonnant de ce tableau. Et puis, bon, vous avez la scène narrative sur le côté droit. Ici, vous voyez la même reprise en fait de cette idée d'un rideau qui se voile, qui se lève, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent. En fait, on pourrait dire que c'est un stratagème scopique de l'érotisme, d'accord. C'est une manière que les artistes ont souvent de nous faire rentrer dans le tableau, dans l'intimité en fait de ces personnages. Alors oui, je le disais, le thème du bain, par exemple, c'est un thème très utile aux peintres pour nous faire voir naturellement de l'érotisme, avec ce prétexte, donc avec cette idée que ce n'est pas immoral, puisque on montre par exemple des personnages issus de l'histoire biblique, et là vous avez donc ce thème de la chaste Suzanne. Vous noterez que, comme très souvent, ce que font les artistes, Diderot l'avait déjà remarqué au XVIIIe siècle, en fait ils mettent le voyeur derrière. Et du coup, en fait, comme le voyeur essaye de voir le devant de la figure, nous on en profite en quelque sorte pour voir le dos et voir le bas, justement, voir la nudité en fait des fesses. Et donc c'est une manière à la fois de nous confronter à la figure du voyeur et en même temps de nous montrer une partie totalement nue en fait du corps. Donc ça c'est un procédé assez classique. On le trouve aussi, vous voyez, dans des thèmes comme la Bethsabée, qui sont aussi dans le même genre, en fait, des évocations du nu féminin. Vous noterez également la présence de la main toujours sur le pubis. Et puis un autre thème qui permet aux artistes d'être érotiques, c'est le thème du sommeil. Le thème du sommeil, c'est un thème assez fascinant qu'on retrouve beaucoup jusque dans le 19e siècle,
qui permet en fait de... Alors déjà, qui nous met dans une situation un petit peu curieuse, c'est que si nous voulons profiter de l'érotisme, nous devons rester sages. Il ne faut pas réveiller les dormeuses. D'accord? Donc il y a cette idée qu'il faut être un peu attentif, hein. Il y a cette préciosité du sommeil. Le sommeil, c'est quelque chose qui peut s'évanouir en quelques fractions de secondes, donc on a cette sensation. Et puis bien sûr, le sommeil, c'est le monde du rêve, etc. Et c'est l'occasion en fait de pouvoir dévoiler très souvent le nu féminin. Aussi, autre possibilité pour montrer l'anatomie du corps, alors là, bon, déjà on voit quand même pas mal de choses, j'en reparlerai, mais c'est l'utilisation de la métaphore pour évoquer les replis secrets du corps. C'est quelque chose qu'on trouve assez fréquemment dans la peinture du XVIIIe, c'est-à-dire la métaphore des plis des vêtements, pour évoquer la métaphore des plis du corps, du sexe notamment. Donc là, évidemment, là, cette profusion de plis, c'est aussi une sorte de rideau, en quelque sorte, une sorte de couche rideau sur laquelle elle est couchée. Alors, je ne reviens pas dans l'histoire des œuvres, hein, parce que ce n'était pas le sujet, puis ça, vous le trouverez dans des livres. Un thème aussi qu'on trouve parfois, qui évoque aussi l'érotisme, c'est le terme du paravent, hein, qu'on retrouve aussi beaucoup dans les scènes de boudoir, ce genre de choses. Et puis, donc, on voit dans ces tableaux du XVIIIe, vraiment le vêtement, le drap, accompagne complètement l'imaginaire du nu, et ce qui n'est pas montré dans l'anatomie est montré par le biais du pli métaphorique. Alors là, je montre aussi deux exemples assez savoureux. Là, justement, cette idée du pli, en fait, par exemple, et on le retrouve aussi au 19e, vous voyez qu'ici, bon, elle a quand même les jambes assez écartées, on pourrait voir éventuellement son sexe, mais en fait, c'est un petit bout de drap, d'accord, qui vient se coincer entre les jambes. Ici, ce tableau très célèbre de Fragonard, la guimblette, alors qu'en fait, il y a un titre totalement ironique, car une guimblette n'est pas une cabriole érotique, c'est un biscuit. D'accord, c'est un biscuit que cette jeune fille promet à son petit chien, n'est-ce pas, en récompense d'un autre jeu, en fait, d'un autre plaisir qu'elle recherche, hein, le titillement de ses parties intimes. Et puis encore du clitoris, alors qu'on représente peu dans l'art, mais dont, sur le plan médical, l'excitabilité et le rôle dans la jouissance des femmes est connu depuis l'Antiquité. D'accord ? Et d'ailleurs, les médecins insistent dans la littérature sur l'érotisme féminin, enfin sur la sexualité féminine plutôt, sur la facilité que les femmes ont à atteindre seules l'orgasme, par exemple en se frottant les cuisses l'une contre l'autre ou en se caressant le sexe. Et Venette, un médecin de la fin du XVIIe siècle, la considère même comme inévitable. Je ne résiste pas à la lecture de cette petite phrase, je le cite. L'on épuiserait plutôt la mer et prendrait plutôt les astres avec les mains que de rompre les inclinations d'une jeune fille. Les inclinaisons d'une jeune fille. Inclinaison donc à la caresse, qui est tout à fait dans l'esprit et dans l'époque de cette œuvre. Alors, autre stratégie aussi assez fréquente, enfin intéressante, disons, pour représenter l'anatomie et l'érotisme sans être trop dans le détail, c'est la représentation de dos. Hein. On retrouve beaucoup d'œuvres érotiques prennent cette voie, et même depuis l'Antiquité. Alors c'est vrai que ce n'est pas le type le plus fréquent des Vénus, mais j'aime beaucoup cette Vénus Callipyge, en fait, qui est la mise en scène d'une histoire, hein, comme c'est toujours le cas ça illustre en fait une histoire venue de l'Antiquité, qui est que trois sœurs se disputaient pour savoir laquelle des trois avait les plus belles fesses, et que donc, au lieu de faire un concours de beauté, vous savez, comme qui amène la pomme, le jugement de Paris, elles font un concours de fesses. Et donc, ce sont des œuvres antiques. Hein, et donc, cette œuvre, voilà, a été retraduite à l'époque romaine et aussi au XVIe, XVIIe siècle. Parfois, d'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'un exemplaire a été réalisé au XVIIIe siècle de cette œuvre pour le parc de Marly. Mais Louis XV avait demandé au sculpteur qui en faisait une copie de rabattre un pan du vêtement, histoire de ne pas choquer la reine si jamais elle venait à se promener dans les jardins. Bon, ça retirait un petit peu de l'intérêt peut-être de l'œuvre. Et bien évidemment aussi, vous voyez ce principe, encore une fois, là je montre du dos. Hein, le dos, Ingres a beaucoup exploité cette posture érotique. Hein. On le retrouve dans la Vénus Valpinson, hein, c'est un nu de dos. On le retrouve dans le bain turc où il y a aussi cette posture de dos. Et puis encore une fois, vous voyez l'imaginaire du rideau qui se lève. Et érotisme également suggéré aussi par un élément sur lequel je ne vais pas tellement m'attarder, mais qui est la dimension orientaliste, l'odalisque étant vraiment une figure associée à l'érotisme, puisque l'odalisque au départ c'est une captive d'un sultan dans un harem, voire une captive blanche.
Donc ça renvoie vraiment à cette idée de sexualité. Alors les photographes, comme vous le savez, à partir en fait de 1850, va beaucoup se développer la photographie érotique. En fait, c'est assez étrange de noter que dès qu'un nouveau médium apparaît dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire la photo et le cinéma, les premiers usages qui en sont faits sont pornographiques. Quasiment tout de suite, les films ont tout de suite une dimension érotique et pornographique. Et donc la photographie, il y a une production vraiment massive en fait, ce qu'on appelle les obscénités photographiques, même si aujourd'hui nous on les met au musée d'Orsay. Mais alors là, c'est plutôt le versant, j'ai envie de dire, académique. D'accord, vous voyez très bien que c'est vraiment une lecture presque littérale en fait de posture académique. Mais il y a évidemment des œuvres beaucoup plus crues. Mais ce que je trouvais très beau, c'était la relecture en fait du sujet pictural et puis cet érotisme du dos qui me paraît intéressant. Je voulais vous montrer aussi une autre œuvre que je trouve assez audacieuse et intéressante, 1847, qui a fait beaucoup scandale et qui est l'une des rares représentations. Alors, le sculpteur a été obligé de prendre un prétexte mythologique pour l'exposer, sinon il serait fait rembarrer par le salon, mais c'est une représentation de l'orgasme féminin. C'est une œuvre assez magistrale qui se trouve au musée d'Orsay, alors qui est en plus d'un sculpteur qui s'appelle Clé-Singer, qui pour la petite histoire était le gendre de George Sand, d'accord, donc aussi un auteur voyez, associé aussi évidemment à l'imaginaire érotique. Et c'est une œuvre assez intéressante parce que là, bon, là on a un marbre, mais au salon 1847 c'était un plâtre qui était exposé, et ce plâtre était en partie réalisé d'après un moulage sur nature d'une célèbre demi-mondaine de l'époque qui s'appelle Apollonie Sabatier, qui a été la maîtresse de Gautier, qui a été la maîtresse, Baudelaire a beaucoup écrit à Madame Sabatier, elle faisait partie de ces femmes qui le faisaient rêver. Une fois d'ailleurs que l'union a été consommée, c'est complètement désintéressé d'elle, c'est pas très à son honneur. Mais ce que je trouve assez intéressant, c'est l'idée de la représentation en fait, de l'orgasme féminin, de l'extase. Et c'est une œuvre qui a été vraiment perçue comme pornographique à l'époque, même si pour nous elle nous semble très éloignée de ce qu'on associe à la pornographie. Elle était considérée, j'ai même retrouvé des journaux qui parlent d'elle comme de la mauvaise sculpture. Ce qu'il faut entendre par mauvaise, c'est sculpture perverse. D'accord ? C'est la sculpture qui pervertit le jeune garçon qui va venir la regarder au salon. Hein. Et dans cette idée de mauvaise sculpture, ce qui est intéressant, c'est ce lien qui est fait entre l'art et la morale. Hein, l'idée que l'art doit être moral, qu'il doit édifier celui qui regarde. Hein, c'est un principe, évidemment, qui est attaché à l'histoire de l'académie depuis le XVIIe siècle. Hein. L'art doit édifier celui qui le regarde et ne doit pas le rendre justement amoral. Ce qui est très beau aussi dans cette sculpture, et ce que je trouve finalement, même si elle n'est pas, peut-être elle n'est pas moderne, évidemment, enfin elle est assez académique dans son esthétique, mais avec, vous voyez, ce principe, en fait, au départ, Clé-Singer voulait exposer ce nu comme ça. C'était trop audacieux, surtout que c'était un roulage sur nature, donc c'était quand même assez, c'était un scandale mondain aussi pour l'époque. Donc, il rajoute, alors sur le plâtre, c'était pas à cet endroit, mais en fait sur le marbre, ça a été mis ici, il rajoute un petit serpent, alors qui est vraiment, faut le voir, hein, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas le sujet de l'œuvre. Mais le serpent est une sorte de prétexte, en fait, qui permet de dire, si on le souhaite, que c'est l'illustration, par exemple, de la mort de Cléopâtre. En même temps, vous voyez, c'est vraiment un peu tiré par les cheveux. Et en même temps, ce qui est assez beau, c'est que Clé-Singer le met comme si c'était un bijou. Hein, à l'époque, Sarah Bernard se faisait faire des bijoux en forme de serpent, par exemple. Donc il joue un peu, vous voyez, sur cette double symbolique, enfin, cette double lecture qu'on peut faire, réaliste et en même temps mythologique de cette œuvre. Et en mettant ce serpent, on ne sait pas finalement si cette femme est en train de mourir de plaisir ou en train de mourir de douleur. Quand on voit son visage, on sait qu'elle est morte plutôt de plaisir. Mais en gros, il lie cette idée du désir et de la mort. C'est un thème qu'on retrouve tout le temps dans la littérature de Georges Bataille plus tard. Et Bataille, d'ailleurs, parle de cette idée de la petite mort, hein, qui est un terme, qui est une expression qu'il forge en 1937, quand il publie Madame Edwarda. Et donc, c'est ici vraiment anticipé, en quelque sorte, dans cette sculpture de Clé-Singer. Autre élément intéressant qui pose problème aux artistes, c'est la question du poil. Alors, de la toison pubienne. On le trouve souvent chez Besselman, vous avez remarqué, on voit justement alors là, il n'y a pas de forme de bronzage, parce que le bronzage, c'est vraiment une esthétique du XXe siècle, et d'un XXe siècle tardif, mais la toison pubienne va être un objet de fantasme indéniablement dans la peinture. On le trouve de manière très exceptionnelle dans l'art ancien, chez Van Eyck par exemple,
avec ce détail de Ève dans le retable de l'agneau mystique. On le trouve évoqué un petit peu dans la Maya Nude de Goya, mais c'est surtout au 19e que la toison pubienne va devenir vraiment un sujet pour les artistes. Alors, surtout pour les poètes, à dire vrai, hein, pensez que Théophile Gautier consacre un hymne à la pilosité féminine dans son recueil Émo et Camée en 1864, et que quand elle n'est plus académique, la photographie pornographique est vraiment une photographie du poil. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'esthétique du poil est complètement différente. Hein, les femmes sont... Enfin, on les représente en tout cas dans la pornographie actuelle comme épilées, etc. Le poil n'est plus un critère. Mais regardez, juste pour curiosité, je reprenais des vieux Playboy des années 80. C'est du poil partout. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une autre vision. Donc ça, c'est très mouvant aussi, hein, culturellement, c'est très différent. Et alors, c'est assez étonnant parce que, bon, ce tableau, je vais y revenir brièvement pour l'origine du monde, mais en fait, on sait que Courbet était un collectionneur des photographies de Belloc. Belloc, c'est un photographe, en fait, c'était assez génial son histoire parce qu'il avait un magasin où il faisait de la photo, ce que je vous montrais tout à l'heure, vous voyez, de la photo pour artistes, entre guillemets. Et à l'arrière, dans l'arrière-boutique de son échoppe, il avait un petit atelier où il faisait de la photographie érotique. Et en plus, la photographie, vous savez, c'est du noir et blanc à l'époque. La couleur, c'est que 1907 hein, pour la photographie, l'autochrome. Donc c'est que du noir et blanc. Et donc il y avait une vieille femme qui colorisait les images, qui colorisait des poils et qui faisait ça. Et un jour, il y a eu le commissariat de police, enfin le commissaire de police est venu dans le truc, on a saisi son fond, et c'est ce qui a permis en quelque sorte sa survie. Hein, et le fonds Belloc, qui se trouve à la BNF, qui se trouve au musée d'Orsay, c'est un fonds vraiment très très intéressant sur lequel il y a des publications. Enfin, vous voyez quand même le lien très fort entre la photographie et la représentation que fait Courbet. Donc évidemment, tableau iconique qui nous fait beaucoup penser à Wesselmann et ses femmes sans tête. Hein, c'est une femme sans tête, elle aussi, une représentation frontale du sexe féminin. Alors, je ne vais pas vous refaire l'histoire de cette œuvre, vous la connaissez, on en parle tout le temps dans la presse, surtout là il y avait eu la découverte du modèle, de l'identité du modèle de Courbet. Ce qui me semble intéressant, assez intéressant de noter, c'est que cette œuvre, elle nous pose aussi une question par rapport à la définition de ce qu'est une œuvre érotique ou pornographique. Si c'est une œuvre pornographique, parce qu'elle est en quelque sorte quand même inscrite dans l'imaginaire de la pornographie, que fait-elle dans un musée national? D'accord? Est-ce que il faut montrer cette œuvre à des scolaires, d'accord? Comment est-ce que... C'est très intéressant parce que ça nous fait réfléchir à cette frontière toujours discutée entre érotisme et pornographie. Et d'ailleurs, il y a un élément assez éclairant, assez drôle, c'est que cette œuvre est rentrée très tard dans les collections nationales, elle est rentrée en 1995 au musée d'Orsay. Et alors, parce qu'en fait, elle était dans les collections de la famille Lacan, et Lacan a été le collectionneur, a possédé cette œuvre dans les années 50, après la Deuxième Guerre mondiale. Et les enfants de Sylvia Bataille, qui était sa femme, ont fait donation au musée d'Orsay. C'est une œuvre capitale, évidemment, dans l'histoire de l'image, mais qui est assez singulière. Et en 1995, quand elle rentre dans les collections, le ministre de la Culture n'est autre que Philippe Douste-Blazy, qui était maire de Lourdes. Alors, il était bien embêté, et il n'existe aucune photographie de Douste-Blazy à côté de l'origine du monde au musée d'Orsay. Parce qu'évidemment, son électorat local, c'est à l'époque où on peut encore cumuler les mandats, son électorat local aurait été choqué. Donc c'est plutôt amusant de voir comment rétrospectivement une œuvre peut déclencher de telles réactions. En tout cas, cette œuvre n'a pas déclenché de problème parce qu'en 1866, quand Courbet l'a peint, il l'a peint pour un collectionneur privé. Elle n'a jamais été exposée publiquement ou rarement. Elle a été exposée simplement dans une galerie avant de disparaître du marché en 1889, où on pense que Rodin l'a vue. Rodin qui sculpte lui aussi une femme sans tête, encore avec cette iris messagère des dieux qui écarte largement les cuisses. Et on imagine bien sûr qu'il peut y avoir un lien avec l'œuvre de Courbet qu'il avait admirée dans cette galerie. Autre toison pubienne a posé problème, là c'est un peu du domaine de l'anecdote, mais tout de même en 1917, Modigliani et ses grands nus font scandale dans une galerie parisienne. Le préfet de police les fait retirer pour outrage aux bonnes mœurs, outrage à la morale publique, même si vous voyez que ce sont des nus très classiques en quelque sorte, mais la présence du poil leur donnait une dimension trop réaliste, trop sensuelle, trop érotique, trop pornographique.
Et ce qui est plutôt, bon, encore en 17, c'est vrai que même ça paraît tard, mais ce qui paraît encore plus fascinant, c'est qu'en 2015, quand ce tableau passe en vente et est acheté par un collectionneur chinois, il est victime de censure dans la presse, dans le Financial Times et sur Bloomberg, qui est une chaîne conservatrice américaine. On floute les parties intimes de ses œuvres, comme si elles représentaient encore... Voilà, ce que j'ai illustré, vous voyez, je sais que vous n'auriez pas fait cette erreur, mais c'est la confusion entre le récit et le réel. Je veux dire, une œuvre, c'est une image, d'accord? Il faut peut-être prendre un peu de distance, malgré tout, avec cela. Alors, quelques œuvres, là, très très vite, parce que je prends trop de retard, mais je voulais vous dire que le sexe féminin a bien sûr, dans sa dimension anatomique aussi, fasciné les artistes plus contemporains. Je pense à ce moulage donc de feuilles de vigne femelles que Duchamp dit avoir réellement moulé sur le sexe d'une femme. Ce regard plutôt assez inquiétant, pour ne pas dire angoissant, de Louise Bourgeois, hein. Et vu récemment, enfin il y a 2 ans, dans une exposition sur la céramique, cette poétique vulve de rose d'un artiste hollandais. Je passe tout de suite à ma deuxième partie, que j'ai intitulée avec un peu de provocation « Baise-moi, l'iconographie libertine et imaginaire pornographique ». Donc je serai plus brève hein, sur les 2 dernières parties. Alors évidemment en écho avec le livre de Virginie Despentes, qui a d'ailleurs avait été, vous voyez, précédé de cet avertissement, hein, avis aux parents, texte explicite. Là, voilà, je vais dire avis aux spectateurs, images explicites. Des images explicites qui nous viennent de loin, n'est-ce pas? Je évoquais là en début ces images des lupanards de Pompéi. Alors, pornographie, en fait, ça évoque pas, enfin, au départ, au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, la pornographie, c'est vraiment l'imaginaire de la prostitution. D'accord? Ça n'a rien à voir avec ce que nous, on associe à la pornographie, c'est-à-dire le film, etc. C'est vraiment la consommation, le commerce, en fait, du corps. Et même au départ, enfin, c'est pas forcément l'image, c'est aussi l'écriture de la prostitution. Hein, tous ces textes, en fait, qui parlent de la prostitution, c'est ça le pornographe, celui qui écrit sur les prostituées, celui qui représente la prostitution. Donc, dès l'Antiquité, on a dans des décors des représentations d'actes sexuels explicites, ou la représentation explicite d'actes sexuels, mais il faut savoir que contrairement à des lectures qui ont été faites par certains historiens au 19e, on sait que ces décors ne se trouvaient pas dans des maisons à la vue de tous. Ce sont vraiment des décors réservés uniquement à un public de maisons closes, donc un public qui vient en quelque sorte voir on va dire, le menu de ce que propose la maison en question. Ceci dit, ces images ont été considérées comme immorales et quand on les a découvertes au XVIIIe siècle, elles ont été enfermées dans ce qu'on appelle des cabinets secrets. Alors le cabinet secret, c'est plutôt une tradition que l'on trouve dans les musées italiens, moins dans les musées français. Mais par exemple, ces décors de Pompéi ont été réunis au cabinet secret du musée archéologique de Naples, qu'il ne faut absolument pas louper si vous allez les voir. Et on présentait à l'endroit de ces images vraiment un discours justement non plus esthétique mais moral. Quand on parle de l'obscénité d'une image, dans obscénité, on sous-entend qu'il y a saleté, qu'il y a immoralité, qu'il y a dépravation. C'est un jugement de valeur. D'ailleurs, le mot obscénité vient de la racine latine obscena qui signifie ce qui ne peut être montré sur scène. Donc ce qui doit rester dans le domaine du privé, qui ne doit pas être montré en spectacle, à moins de franchir une ligne rouge, celle de la décence, et être l'objet du scandale. Alors, ce sont donc des types, en fait, ce que je voulais dire, c'est que ce sont un type d'image qui existe depuis très longtemps, mais qui va se trouver cantonné à un domaine plutôt de collectionneurs avertis. On trouve ces images pornographiques dans les recueils de gravures. Alors ici, 2 exemples, en fait, j'aurais pu mettre aussi le Kama Sutra. En fait, ce sont ce qu'on appelle i modi, les positions sexuelles, d'accord? Ce sont des types d'images qu'on trouve déjà chez les empereurs de l'Antiquité romaine, d'accord, dans des décors particuliers. Ici, vous avez évidemment ce qu'on appelle l'iconographie arétine, en rapport avec des sonnets en fait, d'un poète qui s'appelait l'Arétin, et pour lequel Carracci a, enfin c'est un sujet un peu compliqué, mais en gros il y a eu tout un volet de gravure en fait qui est venu illustrer des poésies érotiques et qui montre, vous voyez, des positions sexuelles tout à fait comme le Kama Sutra.
De la même époque, mais enfin un petit peu plus tardif, mais c'est une tradition que l'on voit émerger aussi à partir du XVIe siècle, c'est le principe de l'estampe japonaise érotique, ce qu'on appelle les shunga, en fait, qui sont un type particulier d'estampes et qui ont été très très vite considérées, qui étaient en fait des images populaires. Nous, on met les estampes dans des musées, tout ça, mais au Japon, c'est des images très simples, très populaires, mais qui choquaient quand même par leur caractère érotique et qui ont donc été interdites en 1722. D'ailleurs, très souvent, les shunga sont non signées, hein, elles sont publiées à titre ou sous des pseudonymes et leur commercialisation est interdite. Autant vous dire que leur exportation en Europe était aussi interdite, mais qu'elles ont été énormément collectionnées par les artistes. Parce que quand on voit Courbet, on voit qu'il y a autant d'audace en quelque sorte dans ces shunga. Alors il y a aussi un élément assez intéressant que va mettre au jour vraiment l'imaginaire du XVIIIe, c'est le thème saphique, d'accord, donc de la poétesse Sappho sur l'île de Lesbos. Alors c'est en quelque sorte le thème lesbien, mais en fait plus que ça, c'est plutôt l'imaginaire du couple de femmes, ce qui ne veut pas dire la même chose, d'accord? Un couple de femmes n'est pas forcément un couple lesbien, hein. Mais en tout cas, ce thème va énormément irriguer, comment dire, l'iconographie libertine, par exemple dans les écrits de Sade ou dans d'autres thèmes, par exemple avec des religieuses qui forment des couples de femmes. Et je montre ici d'autres images, vous voyez par exemple les deux amis, 18e siècle, donc ce type de sujet, encore avec ces principes de rideau qui se voilent sur une scène qui devrait nous demeurer interdite. Alors, le fait lesbien, plus particulièrement au XVIIIe, est vraiment un sujet iconographique très apprécié de certains collectionneurs. Et c'est vraiment aussi l'idée de traiter un thème subversif, un thème secret, parce qu'il est évidemment combattu, le lesbianisme, par l'Église chrétienne. La femme est destinée à la procréation. Et là, en fait, ce qui est intéressant avec le couple du thème lesbien, c'est que l'amour n'est pas destiné à la procréation, le corps est en fait tourné vers la jouissance, un appétit sexuel qui n'est pas lié à l'idée de se reproduire, qui est vraiment quelque chose... D'ailleurs, on avait des sociétés lesbiennes qui se sont montées au XVIIIe, comme les Anadrines, une société carrément anti-homme, hein. Il fallait faire vœu de ne plus faire commerce avec un homme, et les membres femmes qui en faisaient partie se faisaient appeler les tribades, et elles portaient des chemises ouvertes par le devant et par derrière jusqu'à la ceinture, et elles étaient vraiment dans un rapport de lesbianisme. Alors évidemment, ce sont des hommes qui représentent ces couples de femmes ou ces couples lesbiens, tout simplement parce que il ne faut pas prendre ces images de ces sociétés secrètes comme quelque chose de très répandu dans la société, hein. Ça reste évidemment à titre de fantasme. Nous sommes loin de la réalité sociale avérée de ce temps-là. Et même d'ailleurs au XIXe, le thème, enfin l'homosexualité, vous savez qu'elle ne sera reconnue que très tard en fait dans l'histoire des sociétés, et même encore aujourd'hui, on a parfois des pays qui sont revenus en arrière hein, sur l'acceptation de l'homosexualité. Ça reste tabou, hein, penser qu'une femme au XIXe, même comme Rosa Bonheur, une peintre, est obligée de se travestir en homme hein, pour pouvoir vivre en couple. Hein, vivre en couple, l'homosexualité est vue comme une véritable déviance et traitée comme telle. Et c'est vrai que, par exemple, quand Courbet peint Le Sommeil, qui est un tableau aussi qui n'a jamais été exposé du vivant de l'artiste, un tableau à collectionneur, pour ce même collectionneur de l'origine du monde, un diplomate turc, Khalil Bey, ce tableau est assez audacieux, car effectivement, il était dangereux d'exposer de tels sujets sous le Second Empire, qui censuraient lourdement le lesbianisme. Pensez à Baudelaire, 1857, condamné à retrancher 6 pièces des Fleurs du Mal, dont 2 portaient sur l'érotisme lesbien. Verlaine, en 1867, condamné pour Les Amis, qui comporte des scènes d'amour saphique. Bref, c'est un sujet très tabou et en même temps qui fascine certains artistes et qui se perpétue bien sûr chez de nombreux peintres du 19e et du 20e qui ne les exposent pas facilement. Toulouse-Lautrec, même si nous, dans notre pensée, on associe beaucoup Toulouse-Lautrec à l'érotisme, mais sachez que Toulouse-Lautrec n'exposait pas ses tableaux érotiques. L'une des seules expositions où il a montré des tableaux un peu équivoques, il avait mis ces tableaux dans une pièce d'une galerie et c'est lui qui tenait la clé et il n'ouvrait la porte qu'à des personnalités dont il se savait sûr
de ne pas parler en quelque sorte de cette production. Donc ça restait quand même assez... Alors c'est vrai qu'on se dit souvent que, évidemment, les années 20, les années d'entre-deux-guerres sont un certain temps de reconnaissance de l'homosexualité, en tout cas pour les couples de femmes. C'est vrai qu'il y a eu des boîtes échangistes, des boîtes, etc., des clubs, mais ça reste quand même un sujet, comment dire, tabou, hein, tabou, complètement. Et d'ailleurs, vous savez peut-être qu'il y a ce fameux livre qui est toujours un peu présenté comme un exemple, qui a été censuré en 1922, La Garçonne de Victor Marguerite, que j'ai lu, qui est un très mauvais roman, mais qui n'a pas d'intérêt littéraire, mais qui existe à titre d'exemple parce que, comme ce roman raconte l'histoire d'une femme qui vit son lesbianisme, eh bien, ce brave Victor Marguerite s'est fait retirer sa Légion d'honneur. Et le roman a été mis à l'index par le Vatican et retiré par l'éditeur Hachette des kiosques de gare. Nous sommes en 22. Donc vous voyez que ce n'est pas quand même un sujet encore très... Alors, il y a aussi évidemment cette dimension pornographique, je voulais terminer là-dessus. On le trouve très souvent dans l'art contemporain. Alors je ne vais pas trop m'étendre sur ça, mais en tout cas on pourrait dire que ce qu'on associe à pornographie, ça a complètement changé par rapport à l'Antiquité. C'est plus la prostitution, c'est vraiment l'imaginaire du film X, d'accord? Et encore aujourd'hui le film X, c'est plus les cassettes, hein, c'est même du domaine de l'histoire, c'est la pornographie sur Internet, c'est le sexe non simulé. Et malgré tout, comme les artistes, c'est ça qui est intéressant de voir, c'est que les artistes, quand ils s'inspirent en quelque sorte d'une culture qui leur est contemporaine, et c'est ce qu'ils montrent en fait dans leurs œuvres. C'est le cas par exemple avec Jeff Koons, hein, voilà, qui se met en scène dans cette série Made in Heaven des années 80, où il se représente dans des scènes pornographiques avec sa femme de l'époque, la Cicciolina, qui était la star du X de ces années 80, où il y a, et encore j'ai pas mis les choses les plus hard, mais on le voyait très bien à la rétrospective Jeff Koons à Beaubourg. D'ailleurs, cette série était laissée dans son ensemble, alors que toutes les œuvres ne sont pas nécessairement pornographique, mais c'est un ensemble et naturellement la salle était réservée à un public averti et en tout cas un public... Alors c'est assez étonnant parce que en même temps je ne veux pas comparer le tableau de Courbet avec ses œuvres pornographiques, mais malgré tout il y a une représentation frontale du sexe et c'est vrai que on se demande, enfin je crois que le musée d'Orsay a toujours été un petit peu gêné par l'exposition de l'origine du monde, comment le présenter justement aux élèves, et ça pourrait faire vraiment sujet justement d'un débat intéressant. Bon voilà, en tout cas je vous montre aussi une vision peut-être plus poétique du corps dans son érotisme, assez lié au fétichisme, hein, c'est bien sûr les photographies d'Araki, avec l'imaginaire du ligotage et du bondage, mais qui, dans l'esprit japonais, prend aussi une dimension plus spirituelle, hein, puisque l'art du ligotage, ça renvoie aussi à des pratiques presque religieuses, en fait. Hein. Donc il y a aussi cette dimension qui nous échappe. On n'a pas forcément toutes les clés de lecture. Est-ce que je continue un peu ou... Ouais. Alors, j'avais une dernière partie, mais je vais aller vite parce qu'on va garder un temps de discussion. Bon, c'était un peu l'idée, en fait, aussi que la nudité féminine, c'est aussi quelque chose qui devient un peu de l'ordre revendicatif, parfois même avec une certaine agressivité chez des artistes à partir des années 60. Là, je ne montrais pas un groupe d'artistes, mais je montrais les Femmes. Parce qu'elle nous pose la question de savoir si la nudité, c'est une arme politique comme les autres. Ce ne sont pas des artistes, mais elles prétendent porter un message féministe et dire que la moitié de la population mondiale souffre encore d'une oppression paternaliste. Hein, d'accord, Alors ce que je trouve intéressant aussi, et pourquoi j'ai choisi ça, parce qu'il y a une féminine allemande qui dit, je la cite, « Les actions des féminines sont une sorte de féminisme pop qui utilise les médias d'aujourd'hui en fabriquant des images puissantes, et c'est ça qui les rend plus fortes. » Fabrication des images. Encore une fois, il faut faire la différence entre l'image et le réel. Et ce que je trouvais assez intéressant, c'est qu'effectivement, au cours de ces années 60, par rapport à la nudité féminine, il va y avoir une sorte de double, en fait, un petit peu aussi de dichotomie. À la fois les artistes qui vont utiliser le corps de la femme à titre d'objet. Là, en fait, c'est la réification du corps de la femme, en quelque sorte. On pense bien sûr aux anthropométries de Klein avec ses femmes pinceaux. Mais il y a aussi évidemment, effectivement ces femmes artistes qui vont s'interroger en fait sur ce que le corps de la femme enfin ce que la société en fait, quel message en fait on peut dire à la société par le biais du corps de la femme.
Et bien sûr, alors le cas de Niki de Saint-Phal, c'est aussi une artiste qui est intéressante parce que comme pour tout à chacun, elle a ses contradictions et les contradictions, enfin les liens entre Niki de Saint-Phal et le féminisme sont complexes, hein, bien plus complexes qu'on peut le penser de prime abord. En tout cas, voilà, pour illustrer aussi cette joyeuseté de l'approche du corps de la femme, cette cathédrale, cette aile monumentale, hein, en 1970, visitée, hein, par 100 000 personnes, ce qui avait fait dire, voilà, qu'elle était, à l'un des critiques d'art de l'époque, elle était la plus grande prostituée du monde, hein, quelque chose comme ça. Et donc qui est évidemment une œuvre assez... enfin, qui pour le coup est un happening en quelque sorte, puisque vous connaissez la différence entre une performance et un happening. Une performance, c'est l'artiste qui se produit devant un public passif, et un happening, c'est en quelque sorte une collaboration entre l'artiste et son public. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de dire que avec ce type d'approche, le corps de la femme devient un matériau à penser, social et politique, et qu'il n'est plus dans il est une sorte de réponse à cet asservissement paternaliste. Alors, on peut le lire aussi sur un plan peut-être plus historique. Si vous lisez Robert Mouchimblé, dans l'histoire de l'orgasme en Occident, il rappelle et il souligne très fort que les années 60, c'est un tournant majeur dans l'histoire, en tout cas, des sociétés occidentales. C'est un tournant, c'est un nouveau paradigme en quelque sorte qui s'ouvre à l'histoire de l'humanité, carrément il le présente comme ça, parce que c'est la maîtrise, alors évidemment pour les femmes qui ont le moyen en Occident, hein, c'est pas le cas dans le monde entier, mais c'est la maîtrise de la procréation. Et donc c'est un changement qui qualifie comme quelque chose évidemment de majeur, l'idée que le corps de la femme n'est plus seulement le siège de la maternité, hein, il est le siège évidemment aussi de la sensualité, le droit à l'égalité, de la jouissance, etc. Donc dans ces années 60, c'est vrai qu'on a comme ça des images en fait qui nous viennent en tête sur l'idée de la sexualité un peu revendicative et même agressive de la sexualité féminine, avec cette très célèbre performance de Valier Export en 69, hein, où elle va dans un cinéma pornographique habillée en cow-boy moderne, les cheveux hirsutes, une arme au poing quand même, hein, pour aller proposer aux spectateurs masculins, sans doute, des cinémas porno, de venir voir son sexe de plus près s'ils en sont cap. D'accord ? Donc c'est quand même quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'injonction et qui fait plus peur finalement qu'autre chose. Avec aussi des performances assez connues comme celle d'Annie Sprinkle, en fait, où elle invite le public à venir regarder son col de l'utérus en usant d'un spéculum inséré dans son vagin. En quelque sorte, par cet acte, je dirais, de profond dévoilement, elle subvertit complètement et de manière féministe deux méthodes patriarcales d'investigation du sexe féminin, qui est la gynécologie et la pornographie. On parle beaucoup des violences gynécologiques, hein, aujourd'hui, c'est un thème qui est vraiment très, très présent dans les actualités. Et puis le thème du voyeurisme aussi, vous voyez ici, qui est interprété. Et enfin, je voulais présenter en fait comme dernière artiste, une artiste qui est vraiment aussi passionnante dans son rapport au corps, c'est Yayoi Kusama, que vous connaissez très certainement, qui a été appelée dans les années 60, alors on est en plein dans la guerre du Vietnam, etc., elle a été appelée The Phallic Girl. The Phallic Girl parce que Kusama, donc, qui est une femme assez étonnante qui, vous le savez peut-être, vit depuis son enfance et obsédée à des hallucinations. Enfin, d'ailleurs, elle est internée à sa propre demande dans un hôpital psychiatrique et elle sort pour aller travailler, etc. Et en fait, elle a l'obsession des poids, hein, polka dot, et elle va utiliser en permanence en fait, ce motif d'une manière obsessionnelle. Mais ce qui m'intéressait, c'était plutôt les performances qu'elle avait faites dans les années 60 et notamment en 69, hein, année érotique, année aussi des Bed and Peace de Yoko Ono et John Lennon. Cette performance en fait, qui va se dérouler dans les jardins du MoMA, musée très hype de New York, où elle va inviter des jeunes gens totalement nus à investir les sculptures du musée, et notamment les nus de Mayer. Donc là, je trouvais que c'était assez intéressant, parce que c'est un truc que je n'ai pas pu trop voir avec vous, mais c'est le lien, c'est le dialogue entre nu animé et nu inanimé, entre la sculpture et le vivant. Il y a souvent un dialogue très intéressant, que Kusama met ici parfaitement justement en scène, et ils viennent parodier les poses, en quelque sorte, de ces nus. Alors, aussi, par rapport aux références qui nous échappent un peu,
Quand elle fait ça, il y a évidemment cette dimension de revendication de la liberté sexuelle, de cette idée qu'on a le droit de dévoiler son corps, on a le droit finalement de... Enfin, c'est ce qu'elle prétendait aussi dans les écrits qu'elle va défendre. La nudité, c'est aussi une liberté symbolique qui se joue dans la nudité, d'accord, c'est le droit de croire à ce qu'on veut, l'affranchissement des normes, etc. Mais il y a également ce rapport à l'art japonais, à l'art du buto, en fait, qui est une danse traditionnelle enfin pas traditionnelle, qui a été plutôt inventée justement à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais qui est en fait une danse particulière qui se danse souvent nue. Le corps peint en blanc avec une expression d'une certaine lenteur dans les mouvements. Et donc elle s'inspire aussi de cette forme en fait de la danse. J'ai pas tellement pu parler de la danse aujourd'hui, mais c'est évidemment aussi un imaginaire que l'on doit avoir en tête. Donc elle va travailler en fait sur tout ça. Et par rapport donc à la nudité, bon, bien qu'elle se mette rarement en scène nue, parce qu'elle dit qu'elle est peu intéressée par la sexualité, en fait, mais la nudité et le sexe est le terrain d'une autre revendication symbolique. Et par exemple, elle va dans les années 60 avec cette exposition, enfin elle fait une exposition en 63 que visite Warhol, où elle joue en fait de ce rapport entre la femme artiste et le thème phallique, d'accord. Il y avait des phallus aussi chez les Selman, c'est pas ce qu'on est le plus habitué à voir de lui, mais vous voyez, elle ad nauseam, elle remplit en fait des sculptures, enfin un bateau ici de chaussettes obsessionnelles qu'elle bourre de tissu. En fait, elle crée des sortes de sculptures de tissu qu'elle agrège comme ça en permanence dans ce bateau, et à l'arrière quand même la reprise un peu à la manière de Warhol avec ses papiers peints, en fait d'une forme qui évoque quand même clairement un pénis. Donc voilà, je trouve que ça c'est intéressant, ce lien. Et par rapport à la question du voyeurisme, c'est aussi un thème que j'aime beaucoup, que l'on pourrait filer aussi sur le tournant de l'histoire, qui est le thème du peep show, en fait, qu'on trouve traité par pas mal d'artistes, en fait, le thème du miroir, en quelque sorte. Hein, on l'a déjà vu dans le nu de Velázquez, le miroir, c'est un stratagème érotique évident, et Kusama, d'ailleurs, avait réalisé un peep show. Alors, c'est le principe aussi du regarder sans toucher, hein, penser à Duchamp qui disait « toucher », justement, vous avez le droit de toucher. Là, quand on est dans un peep show, c'est un principe dans lequel on n'est pas amené justement à pouvoir, on admire, on regarde sans toucher. On est frustré en fait, en quelque sorte. Voilà, et donc juste pour terminer, je voulais vous montrer cette dernière image, vous en avez peut-être entendu parler dans la presse, de cette femme qui a fait plusieurs performances en fait, où à chaque fois elle se retrouve au poste pour justement exhibition, puisque outrage aux bonnes mœurs n'existe plus. Ça a été éliminé tardivement quand même dans la loi au XXe siècle, mais exhibition sexuelle, hein, dans un musée. Donc elle se met face à l'origine du monde et elle écarte les jambes, elle montre son sexe, dit-elle, dans l'idée de montrer qu'il y a toujours une sorte de conditionnement sur le regard des femmes, et qu'elle souhaite attirer l'attention sur la domination du sexe fort et sur le conditionnement qu'on a sur la vision du sexe féminin. Plus récemment, j'ai vu que c'est cette année qu'elle a été arrêtée parce qu'elle s'est mise toute nue à Lourdes, hein, c'est plutôt amusant, devant la grotte, et vous voyez d'ailleurs quand on voit les images dans la presse, c'est flouté, hein, c'est complètement flouté. Voilà, je m'arrête, je vous remercie 1000 fois, j'espère ne pas avoir été trop longue. Merci à vous. Merci beaucoup de votre présence, c'était vraiment chouette. Voilà. Je ne peux pas le dire autrement. Est-ce que vous avez su que l'origine du mot qui a été publié sur Facebook, oui, bien sûr, a été effacé par Facebook? Oui, ça fait partie des choses. Vous avez vu un peu ça. Ça paraît un peu délirant parce qu'encore une fois, là, c'est une confusion totale entre le réel et le récit. Enfin, je veux dire, pourquoi est-ce que cette œuvre aurait le droit d'être dans un musée national? Vous voyez, c'est ça qui est un petit peu curieux. Je crois que la personne qui s'occupait d'enlever les images. Oui, je ne sais pas s'il savait que c'était... C'est l'ignorance. D'ailleurs, c'est un algorithme qui censure, c'est même pas une personne réelle. C'est un ordinateur, en fait. C'est un ordinateur. Mais il y a encore comme ça des choses un peu vieilles. Regardez, je vous montre juste une dernière image que j'avais mise. Le régi du métro londonien est toujours régi par des règles qui nous viennent du 19e et qui interdisent la présence
d'une image de nu dans le métro. Alors, quand il y a eu cette exposition Cranach, vous imaginez, Cranach à son époque n'a jamais été censuré. Et bien, le métro, la régie du métro londonien a interdit l'image de Cranach. C'est quand même assez étrange. En Amérique, c'est Non, à Londres. Et là, pareil, à Londres, mais aussi en Autriche, il y a eu la censure des Schiller dans des affiches, et donc ils ont trouvé un moyen assez drôle, le musée, ils mettent sorry, 100 ans plus tard, c'est toujours aussi tabou, licencieux. Mais qu'est-ce qui a écrit sur Sorry? C'est le musée. Et Le musée. ah d'accord, voilà. 100 ans après. Ouais. D'accord, je comprends, mais je voulais savoir ce qu'il y avait. Voilà, écrit. c'est ça. Ils ont voulu montrer. Sorry, et moi. Je vous propose, si vous avez des questions, des questions avec Claire, de profiter de cette chose encore quelques minutes pendant qu'on est obligé de ranger la Oui, bien sûr. Et pour ceux qui doivent partir, je vous remercie. Merci à vous, merci Avec beaucoup. Brigitte Cornan, jeudi prochain, à 18h pour la collection et 19h pour la rencontre. Merci Claire. Merci à vous.